vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix tous les jours entre 17h et 19h. J'espère que c'est noté sur votre agenda. On va venir vérifier, les uns derrière les autres. Avec le réveil qui sonne. Bien sûr, avec la petite sonnerie. 5h moins 2. Ça va exactement. Vous êtes bien assis avec votre chocolat et vous écoutez jusqu'à 19h. C'est la moindre des choses. C'est plutôt tea time. C'est tea time, oui. Que chocolate time. Chocolat, ça fait du bien. Tout ça parce que j'ai envie de chocolat et que j'en ai pas. Bref, tout de suite, chers amis, autour de cette table, François Ouzillot, Philippe Bilger et Pierre-Yves Martin, et vous au 0826 300 300. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, Ils sont sur les réseaux sociaux. de ne plus reconnaître votre pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture. Dès cet instant-là, vous avez rejet. Submersion migratoire, ce sont exactement les mots que, par exemple, M. Zemmour utilisait pendant l'élection présidentielle. Des zones entières de mon pays, la France, sont livrées à la submersion migratoire. Il n'y a pas de submersion migratoire en France. Nous sommes d'ailleurs un des pays d'Europe de l'Ouest avec le plus faible taux d'accueil de personnes exilées. François Bayrou a évoqué hier donc un sentiment de submersion migratoire, ces mots qui divisent jusqu'au sein du bloc central. Je n'aurais jamais tenu ces propos, il me gêne, c'est ce qu'a dit la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Alors parlons vrai, est-ce que ces propos ne sont pas une redite de ceux de Valéry Giscard d'Estaing qui en 1991, dans les colonnes du Figaro Magazine, avait parlé d'invasion migratoire? Et à cette question, avez-vous un sentiment de submersion migratoire? Vous dites oui à 91%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Notre invité Jean-Paul Gourevitch est avec nous, consultant international sur l'Afrique et la migration et auteur d'une monographie sur le coût de l'immigration pour contribuables associés en 2023. Merci d'avoir accepté notre invitation, Philippe Bilger. Le procès fait à François Bayrou est totalement injuste. Quand on écoute bien ce qu'il a dit, quand on appréhende le contexte, il se contente de dire que les gens peuvent avoir, j'insiste, le sentiment de submersion migratoire. Il ne prend pas à son compte. Il indique que beaucoup de gens, voyant l'état de la France aujourd'hui, peuvent avoir ce sentiment. Et il ajoute quelque chose de fondamental. Il dit, une famille qui vient chez nous ne pose pas de problème, mais lorsqu'il y en a beaucoup, il y a une exigence de proportionnalité. Si elle n'est pas respectée, c'est une catastrophe. Et deuxième élément, je termine là-dessus, on cherche à comparer avec le sentiment d'insécurité dont avait parlé Dupond-Moretti. Il y a une énorme différence. De mon point de vue, il n'y a pas encore de subversion migratoire. Il y a une grave menace, tandis que l'insécurité à l'époque, elle était trop réelle. Elle était dramatique. Vous vouliez dire de submersion migratoire, Oui. parce que vous avez dit de subversion migratoire. Non, c'est pour ça. je parlais pas de vous. Je savais pas que j'étais subversif, Pierre-Yves Martin. Non, moi, pour réagir sur vos propos, Philippe. En fait, la question, j'ai pas vu l'interview hier. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, François Bayrou s'est justifié à l'Assemblée nationale en disant qu'il évoquait la situation de Mayotte. Et je trouve que c'est important de savoir réellement ce qui a été dit par rapport à quel sujet. Est-ce que il a évoqué le sujet de l'immigration en règle générale en France, ou est-ce qu'il a évoqué le sujet lié spécifiquement à Mayotte? Parce que c'est pas tout à fait la même chose, me semble-t-il. Il a parlé du droit du sol qu'il fallait amender à Mayotte. Il a été très clair. Il a déconnecté un peu de. Il a déconnecté de la métropole. Ouais, exactement. Et Yael Braun-Pivet est d'une démagogie absolue. Donc du coup, si c'est vraiment lié et simplement à Mayotte, je pense pas qu'il y ait matière à monter sur les grands chevaux. Mais François Ouzillot. Dans une autre vie, je travaillais dans la communication et on nous apprenait à faire la différence entre la perception et la réalité. Là, il agit sur la perception qu'ont les Français du sentiment d'immigration et de cette fameuse vague. Et donc, il l'utilise dans cette interview et elle aurait au moins un effet, c'est de débattre de ce sujet au moins pendant 24 heures, si ce n'est plus, avec la gauche qui menace de suspendre les négociations à cause de cette sortie et de sa confirmation aujourd'hui dans l'hémicycle. Moi, je pense qu'il a raison de mettre ça dans le débat, une fois de plus. Des gens, des hommes politiques, des femmes politiques de droite, de gauche, depuis effectivement des décennies et des décennies, posent le débat.
on va pas effectivement le laisser à l'extrême droite. C'est ça le sujet. Et je ne comprends pas pourquoi la gauche, d'ailleurs, dit qu'il court après l'extrême droite. C'est pas le sujet, le débat, c'est justement de s'en occuper une bonne fois pour toutes et de le traiter. C'est une politique publique, l'immigration, qui doit être traitée comme toute autre politique publique. Et encore une fois, je préférerais qu'ils nous disent quels moyens ils donnent à Bruno Retailleau et à Gérald Darmanin éventuellement pour traiter le sujet, plutôt que de parler et d'en faire une polémique pendant 24 heures et de revenir à l'Assemblée pour expliquer ce qu'il a voulu dire et faire l'exégèse de ses phrases, plutôt que de dire je vais donner les moyens au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice de traiter ce sujet et ne pas le laisser au Rassemblement national qui va encore faire des scores exceptionnels, notamment sur cette thématique. Jean-Paul Gouréville, vous êtes consultant international sur l'Afrique et les migrations. Vous avez écrit notamment une monographie sur le coût de l'immigration pour contribuables associés en 2023. Est-ce que quelque part, on a l'impression, en entendant la gauche dans l'hémicycle, que l'immigration est encore et toujours un sujet tabou dans la politique française? Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est un sentiment de tabou? Pas mal. Oui, depuis très longtemps, la gauche et la bien-pensance, plus généralement, s'indigne et cherche des mots qui renvoient à l'extrême droite, aux heures sombres de l'histoire et autres. Il faut bien voir que François Bayrou, dans son interview, a parlé de sentiment de subversion. Par contre, le lendemain, à l'Assemblée, il a parlé de subversion. Alors, quand on se sent un petit peu étranger dans son pays lui-même, comme aurait dit Louis Aragon, on a fatalement une tentation de rejeter les autres. Ceci d'autant plus que, depuis une quinzaine d'années, on a beaucoup parlé et très peu agi. L'opinion publique ne voit pas de résultats en ce qui concerne les OQTF, en ce qui concerne le détournement du droit d'asile, en ce qui concerne la situation, enfin le statut d'étranger malade, et plus généralement en ce qui concerne les rapports qui sont absolument pas simples entre l'immigration d'un côté et des phénomènes comme la délinquance, les trafics, la drogue ou l'islamisme. Donc, ce que fait François Bayrou est de l'ordre du constat. Maintenant, la question est de savoir comment on peut déborder le constat et passer à l'action. Et là, de ce point de vue-là, l'opinion publique est encore plus touchée dans la mesure où elle voit Monsieur Trump qui promet, il y a beaucoup de théâtralisation là-dedans, mais qui promet de faire en quelques semaines ce que ni l'Europe ni la France n'ont réussi à faire en un certain nombre d'années. On peut donc parfaitement comprendre ce sentiment qui relève de la politique, alors que la notion elle-même de subversion migratoire est une notion statistique qui demanderait une étude beaucoup plus approfondie, et je suis frappé de voir que dans les propos de ceux qui s'en indignent, il y a des confusions qu'on ne devrait pas faire, mais qu'ils font peut-être volontairement entre immigrés et étrangers, entre flux et stock, pour essayer un peu de noyer le poisson. Et peut-être, c'est un petit peu ce que vous avez souligné, de pousser finalement les socialistes à voter la censure, parce que ça va permettre de mettre beaucoup de difficultés pour le gouvernement actuel. On va faire réagir. Vous pensez que François Bayrou a mis le doigt là où ça fait mal, ou vous pensez qu'il n'aurait pas dû tenir ses propos? Appelez-nous au 0826 300 300. François Bayrou, vous vouliez réagir? Bien sûr qu'il a mis le doigt là où ça fait mal. Et la gauche, ça fait déjà 2, 3, 4 jours, peut-être même une semaine qu'elle cherche un mobile pour censurer. Elle l'a trouvé, voilà, tout simplement. Elle fait dans la facilité, comme d'habitude. Elle n'a pas envie que le gouvernement continue. Elle a obtenu un certain nombre de concessions, pas suffisamment à leur goût. Et là, elle cherche un prétexte. Voilà, c'est tout. Et vous allez voir, la semaine prochaine, si ça se trouve, l'affaire, elle est terminée. Philippe? Est-ce qu'un
Jean-Paul Gourevitch, à votre avis, est-ce que malgré l'énergie et je dirais la compétence d'un Bruno Retailleau, est-ce que le problème français n'est pas que beaucoup dépend d'un président de la République qui n'est pas aussi rigoureux dans ce domaine qu'il devrait l'être, et d'autre part les instances européennes qui peuvent nous bloquer? Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose d'efficace sur le plan national? Jean-Paul Gourevitch. Alors, il y a une grande différence, effectivement, entre les propos altiers tenus par Bruno Retailleau et la possibilité d'agir véritablement. Ceci dit, nous avons des leviers. Je prends l'exemple de ces pays qui refusent d'accueillir leurs déboutés. Nous avons quand même des outils. Le premier outil, c'est la réduction éventuelle de l'aide publique au développement. Ces pays reçoivent une aide au développement, on l'a même vu pour l'Algérie, et il est très facile de le réduire. La deuxième chose, c'est aussi de diminuer le nombre de visas, voire de le réduire drastiquement pour un certain nombre des dirigeants de ces pays. Et la troisième chose, c'est de mettre au clair le statut d'étranger malade, parce que un certain nombre de ces dirigeants viennent se faire soigner gratuitement dans notre pays, alors qu'ils pourraient très bien le faire dans leur propre pays, et laissent la facture à l'État français. Donc ne disons pas qu'on ne peut rien faire. Ceci dit, vous avez raison, Philippe Bilger, nous sommes encadrés par des normes européennes et des normes plus largement humanistes qui ne permettent pas d'aller très très loin, d'autant plus qu'il n'y a pas de politique migratoire européenne. Pierre-Yves Martin. Moi je suis très étonné et très interrogatif autour du fait de savoir si François Bayrou a prémédité cette évocation, cette formulation ou pas, parce que je vois pas ce qu'il avait à y gagner, notamment dans le cadre d'un équilibre parlementaire, et en même temps je sais qu'il est quand même sensible au fait de bien garder et exprimer sa place dans l'échiquier politique. Donc je suis très dubitatif, très interrogatif là-dessus. Il en avait déjà parlé, il parlait pas proportionnalité à l'époque. François Ozilio. Pour moi, c'est un sujet de volontarisme politique et Donald Trump l'a démontré ces 24 dernières heures. Il a réglé le sujet avec la Colombie en 2h30. Voilà. Vous voulez pas les récupérer? Ok, très bien. Droits de douane, taxes, etc. Oui, c'est pour ça, les droits de douane, un président français peut pas mettre de droits de douane, c'est l'Europe qui décide. Les droits de douane, c'est le tarif extérieur. C'était mon deuxième point, ça se gère effectivement au niveau du pays et de sa souveraineté. C'est les fameux débats qu'on a avec l'Algérie depuis déjà 15 jours avec les influenceurs, mais aussi au niveau européen avec le pacte asile-immigration qui donne quand même des moyens et sur lesquels un certain nombre de pays européens veulent pousser encore les leviers un peu plus forts. Jean-Paul Gourevitch, c'est quand même une question qui se pose. Est-ce qu'on n'est pas désarmé? Parce que comme le disait François Ozillo, Trump, il est président, il met une signature, il y a 25% de droits de douane sur les produits colombiens. Nous, à part les visas et l'aide au développement, on n'a aucun moyen de pression puisqu'on a tout délégué à l'Europe. Enfin, c'est déjà un moyen. C'est déjà deux moyens. Pas mal et on le fait pas. Il faut l'actionner déjà. Oui, alors on a beaucoup délégué à l'Europe, ça c'est vrai, mais nous avons quand même, nous participons, nous contribuons au financement de l'Europe. Et d'autre part, nous ne sommes pas seuls en Europe pour nous opposer à une sorte d'idéologie rampante et gentillette. Beaucoup de pays aujourd'hui de l'Union européenne partagerait une position, sinon de refus, du moins de distanciation vis-à-vis de ce que dit la Commission européenne. Et on le voit bien, les études qui ont été faites récemment aux Pays-Bas et au Danemark et qui correspondent exactement aux études que j'ai faites pour contribuer à l'associé, montrent que à part l'immigration de travail qui est positive, les autres formes d'immigration sont négatives. L'immigration étudiante un petit peu, l'immigration familiale beaucoup, et l'immigration provenant du droit d'asile énormément,
car elle rapporte très peu. Il y a très peu de gens qui rentrent sur le marché du travail et elle coûte énormément en protection sociale et dans tout ce qui est du régalien. Pour revenir sur ce que le PS est en train de faire, c'est-à-dire de reculer, Philippe Bilger, est-ce que on peut imaginer une crise ou de nouveau le fait que le Premier ministre puisse sauter? Je le crains, Cécile, et François le disait tout à l'heure, on peut se demander s'il ne cherche pas un prétexte prétendument humaniste pour dire que fuir la responsabilité qui serait la leur d'entraver le vote d'un budget qui est fondamental en cherchant à sortir par le haut d'un débat. Mais tout ça, ce serait lamentable, mais vous avez raison, c'est tout à fait possible. C'est une chasse naturelle, ils reviennent au galop, ils reprennent leurs vieux arguments qui datent des années 90 sur ce sujet comme sur tant d'autres. Moi je trouve que François Bayrou a au moins une vertu en posant ce débat et en utilisant ces mots, c'est qu'il a nommé les choses. Et les Français, ils veulent qu'on nomme les choses. Ils en ont marre des pudeurs de gazelle de la gauche qui revient à ces vieux démons, comme de la présidente de l'Assemblée nationale qui quand même là a une petite tendance à vriller un peu à gauche sur le sujet. Et en fait, en ne nommant pas les choses et en étant pas clair sur le sujet ou en ne voulant pas le reconnaître, vous donnez du carburant au Rassemblement national. Allez, 0826 300 300, Antoine est avec nous de Nîmes. Antoine, une réflexion sur le sujet? Écoutez, je pense à tout ce qui a été évoqué. Sous contrôle de votre invité, Monsieur Gourevitch, je voulais aussi faire rappeler que un pays comme l'Algérie, par exemple, a été pointé du doigt récemment par une ONG parce que justement, elle avait ramené 20 000 Nigérians à la frontière, dans le désert, dans des conditions absolument lamentables. Donc tous les pays. Alors, je crois que c'était la Tunisie. Je suis pas certain que ce fut l'Algérie. Je crois que c'était la Tunisie. Il faudrait vérifier. Il me semble que c'était l'Algérie. Moi, de ce que j'ai cru comprendre, c'était l'Algérie qui, justement, raccompagnait, mais au point zéro, en plein désert, en définitive, des populations qui tentaient d'immigrer. Donc, tous les pays du monde sont confrontés à ça, et à mon avis, on devrait dépassionner un peu le débat quand même, et considérer que l'immigration, c'est une ressource économique comme une autre, finalement. Est-ce que finalement, c'est le mot de la fin? Il nous reste une minute, Jean-Paul Gourevitch. L'immigration, c'est une ressource économique comme une autre. Je serais tenté de citer Karl Marx, l'armée de réserve du capitalisme. Oui, je le disais tout à l'heure, il est certain que l'immigration de travail et toutes les études convergent là-dessus est positive pour le pays, notamment quand elle est choisie et qu'elle s'adapte à des niches dans lesquelles les immigrés font finalement le travail que ne font pas un certain nombre de nationaux. Mais l'immigration de travail, c'est très peu. En France, c'est 15%. Tout le reste de l'immigration, c'est l'immigration étudiante, l'immigration familiale, l'immigration de droit d'asile ou l'immigration sociale ou médicale. Ces migrations-là sont des migrations qui sont négatives. Et je terminerai en citant l'exemple du Danemark. Pourquoi est-ce que le Danemark a réussi à réduire le déficit de l'immigration? Parce que d'un côté, il a encouragé l'immigration de travail et d'un autre côté, il a été très drastique sur les autres formes d'immigration et le résultat est là, entre deux dates qui sont séparées par 5 ans, le coût de a été divisé presque par 2. Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit Antoine. Un record d'expulsion de migrants de l'Algérie vers le Niger en 2024. On parle de 31 404 migrants qui ont été expulsés, selon l'ONG nigérienne, avec des traitements violents, voire mortels à leur encontre. Et il y a aussi, en Tunisie où il y a eu beaucoup d'expulsions de migrants, notamment dans le désert. Donc, les deux avions raison. Et merci beaucoup, en tout cas, Jean-Paul Gourevitch, d'avoir été avec nous, consultant international sur l'Afrique et les migrations, et auteur d'une monographie sur le coût de l'immigration pour contribuables associés. C'était en 2023. Merci d'avoir accepté notre invitation. Antoine, vous restez avec nous puisque vous êtes notre vraie voix du jour. Le jeu, le qui c'est qui l'a dit, va remettre tout le monde d'accord. Il faudra un gagnant. Il y en a d'autres qui vont pleurer. Donc on espère que ce sera vous qui allez gagner. Allez, c'est dans un instant. 0826 300 300. On est ensemble avec nos débatteurs jusqu'à 19h.